Donc, tout d'abord, merci Michael pour l'invitation. Déjà, j'apprécie énormément. Je vais essayer de gérer la pression de faire une conférence pour les étudiants d'une école où il y a mon associé qui enseigne. Donc, il ne faudrait pas que je fasse une très mauvaise figure, parce que sinon, ça va faire parler de moi. Donc voilà, mais bon, ça me permet aussi d'expliquer un peu ce qu'on fait à l'agence. Et chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, enfin, à vrai dire, dans l'enseignement. Moi, je suis architecte, formé à Barcelone, et j'exerce en France depuis une bonne dizaine d'années. J'enseigne aussi par ailleurs à l'école d'architecture de Montpellier, dans laquelle j'ai été titularisé aussi cette année. Et je fais des enseignements en licence et master. Donc, c'est pas à l'école en général qu'on parle beaucoup de notre travail, et, parce que finalement, les objectifs sont autres. Et, et du coup, aujourd'hui, c'est l'occasion voilà, de voir un peu les choses différemment, d'être en contact avec l'enseignement, parce que je parle à des étudiants, mais en même temps d'essayer de transmettre quelque chose par rapport à mon travail. Chose qui n'est pas un exercice facile de manière générale, mais qui, d'une manière ou d'une autre, c'est toujours l'occasion de regarder de manière un peu rétrospective et prospective ce qu'on essaie de défendre dans notre métier, qui souvent coïncide en fait, dans la pratique de l'enseignement, mais qui trouve en fait des moyens d'expression qui sont un peu différents. Donc, Michael, merci pour l'invitation, pour ces séminaires que je trouve extrêmement intéressants, avec une approche d'une sensibilité que je sens vraiment proche à la mienne. Donc, j'ai vu un peu, j'ai pris connaissance des documents, des invités, etc. Déjà, j'ai trouvé naturellement un intérêt particulier, notamment par l'intitulé, les formes de demande, qui reste quand même quelque chose d'extrêmement ouvert. Mais en même temps, quand on rentre un peu dans la manière où Michael a abordé ces séminaires, on voit que, bon, si je peux le dire dans les bons sens, c'est assez tendancieux. Donc, on dit forme de demande, oui, d'accord, ça reste ouvert, mais je pense que voilà, ça invite quand même à se positionner. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, de positionner ma pratique en fait dans une vision prospective, mais tout en regardant un peu vers le passé, vers ce qu'on a fait, vers ce qu'on fait aujourd'hui, vers ce qu'on a envie de faire. Et ça, je vais le faire au travers 4 projets, pour être synthétique, parce que je pense qu'on a à peu près 1 heure, donc je suis un peu bavard, donc je pense que j'ai déjà consommé un peu. Je vais le faire au travers 4 projets qui sont un peu symboliques de ce que c'est pour nous les formes de demain. Et les formes de demain, il faut savoir que ça évolue à chaque moment. Donc, ce que je pense que c'est la forme de demain aujourd'hui, ce ne sera pas la forme de demain que je penserai demain. Et ça, il y a une question d'évolution et de futur et de temporalité qui est très importante en fait dans l'architecture et qu'il faut apprendre parce que finalement, en fait, c'est quelque chose du sensible. Et cette sensibilité, évidemment, avec l'expérience, avec le temps, ça évolue. Et nous, on change avec les mondes qui changent. Mais on a aussi la responsabilité, les architectes, de faire évoluer les mondes. Donc il y a cette espèce de dichotomie entre ce que nous, on évolue, et nous, en évoluant, comme on a la capacité de faire évoluer les rapports culturels de la société et donc les mondes aussi. Et tout ça, nous, on le fait, si j'essaie d'être synthétique et caricatural, avec une architecture spécifique. Je vais parler de. Je sais que Michael, il évoquait des mots comme permanence, des notions qui sont propres à l'architecture d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue qui se traduit d'un point de vue pratique. Moi, c'est surtout les spécificités en fait, que j'ai envie d'aborder aujourd'hui pour vraiment définir les formes de demain. Et comment cette spécificité, en fait, finalement, ça va prendre en considération les spécificités de chaque lieu et de chaque milieu dans lesquels notre architecture va s'implanter pour essayer de répondre de manière spécifique aux enjeux et aux problématiques qu'on retrouve. Et c'est donc dans cette spécificité qu'on va finalement placer les formes de demain. Donc pour faire ça, on commence avec un projet récemment livré par l'agence.
un conservatoire de musique qu'on a réalisé au Pradet, et un pierre massif. Donc, du coup, on parlera un peu de construction plus tard. Mais pour commencer, en fait, on voit cette image, qui est un peu l'image emblématique du bâtiment, avec cette forme assez spécifique, assez sculpturelle, assez massif. Donc, du coup, on va essayer d'analyser d'où vient cette forme du bâtiment et qu'est-ce qui a véhiculé tous les processus de conception, qui est quelque chose de très riche de manière générale et très particulier, propre à chaque architecte. C'est un projet qu'on a réalisé au sein de l'agence, en 1984, en collaboration avec Boris Boucher, architecte. Donc, on travaille beaucoup en collaboration. C'est quelque chose aussi que je défends. C'est vraiment la vision d'une architecture qui est faite de partage et de dialogue. Donc, ce projet, c'en est un exemple aussi. Comment les collaborations nous forcent souvent à sortir un peu de nos habitudes, de nos cadres, du confort, pour aller plus loin, confronter des opinions, essayer de trouver des solutions qui finalement sont plus pertinentes que si on avait fait un projet, nous, dans notre coin, tout seul et complètement isolé. Donc ça parle aussi des spécificités, des spécificités de processus de conception. Mais bon, situant un peu le Pradet, une ville dans la côte méditerranéenne, proche de Toulon, dans un territoire extrêmement massifié par la construction, avec une pression foncière incroyable depuis l'après-guerre. Donc, du coup, avec ce développement économique au travers du tourisme, etc., des choses que vous connaissez, territoires dans lesquels on a une grande partie de retraités s'y installent pour retrouver un cadre de vie, une qualité, etc., et qui portent d'une manière ou d'une autre, en fait, un imaginaire assez spécifique par rapport au mode de vie. C'est un mode de vie qui découle vraiment de cette idée, cet imaginaire du tourisme, du balnéaire, des territoires côtiers de l'après-guerre, et donc qui est très combatté, qui est porté, en fait, qui est surtout porté par une urbanisation massive, très diffuse, maisons individuelles, voitures, multiplication des mobilités individuelles, etc., etc. Et surtout, densification massive, comme on le voit ici, avec un littoral extrêmement construit, etc. Chose qu'on voit pleinement dans cette photo aérienne, dans laquelle on voit voilà, une série de formes urbaines diverses et variées, mais dominées quand même par une urbanisation diffuse, dominée par la maison individuelle. Donc on se place, en fait, le conservateur se place dans ces cadres. Il se place dans un cadre culturellement lié à l'urbanisme diffus et véhiculé par la voiture comme un moyen de transport qui prône un peu l'individualisme. Ce projet naît avec la volonté politique, justement, de changer ces rapports culturels au territoire. Donc, déjà, le premier choix et plus important, c'est de s'insérer en centre-ville, centre urbain, et de participer un peu de la densification de ces partis pris. Donc, la logique un peu chronologique des faits nous aurait poussé à installer ces bâtiments en périphérie des villes, dans une zone industrielle, une zone d'activité un peu comme on les connaît, avec des boîtes à chaussures, etc., dans lesquelles on aurait des parkings, dans lesquels on pourrait, tout le monde qui pratique de la musique pourrait s'implanter, se garer tranquillement avec sa voiture, jouer de la musique et repartir. Mais non, le choix politique est autre. C'est celui de s'insérer en centre-ville, de favoriser les mobilités douces, de la proximité, le contact, etc. C'est un peu ce qu'on voit ici. C'est justement cette insertion dans un tissu, mais avec une échelle qui est différente. Donc, tout l'enjeu de cet équipement de musique va être installé dans la contradiction. La contradiction qui finalement est une des principes basiques de notre métier. En fait, vous le voyez déjà à l'école, vous le verrez dans le futur. Nous, c'est un métier qui est installé dans la contradiction. On doit maîtriser la contradiction pour apporter des solutions précises. Donc, la contradiction va être comment s'installer au centre-ville pour favoriser une proximité, mais tout en prenant en compte des nuisances produites par un équipement finalement qui
qui produit quand même du bruit, parce que finalement, c'est l'apprentissage de la musique. Donc, c'est pas, en fait, l'apprentissage de la musique, ce n'est pas souvent le concert du Nouvel An, dans lequel il y a cette musique sublime jouée par un orchestre qui est magnifique. Voilà. Souvent, quand on apprend de la musique, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Donc, il y a vraiment des enjeux acoustiques à prendre en compte et à travailler justement avec cette double volonté dans un centre-ville, dans un tissu résidentiel assez dense, mais tout en respectant le cadre de vie et la tranquillité de chacun. Donc ça, dans un premier temps, et d'un point de vue beaucoup plus théorique. Et après, il y aura aussi la question de la forme urbaine, qu'on évoque. Et c'est là aussi où on va s'inspirer aussi du symbolisme lié à la matière. Et vous verrez que ce symbolisme lié à la matière va s'appliquer dans les 4 projets qu'on va traverser aujourd'hui de manière très différente en fonction du contexte et en fonction de l'articulation d'une économie constructive du territoire. Donc là, le premier choix de ce projet, c'est d'adhérer parfaitement au discours politique de centre-ville, d'assumer la dimension comme en fait dimension technique d'insérer un équipement en centre-ville, mais tout en prenant en compte toutes les contraintes, et surtout de rattacher cet équipement à une dimension culturelle qui provoque un sentiment d'appropriation de l'équipement de la part de ses voisins. Des voisins qu'à la base, il faut dire, n'étaient pas tout à fait convaincus de la pertinence de cet équipement. Des choses qui nous semblent naturelles aujourd'hui, que je vous explique, je pense, j'espère en tout cas, c'est un peu mon objectif, que vous soyez convaincus de la pertinence de ce qu'on a fait, qu'on en part des zéros et dans un contexte culturel différent, ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est quelque chose aussi qui fait partie un peu de la bataille quotidienne de notre métier. Donc, comme on le voit ici, il y a une vraie volonté d'insertion par l'interprétation d'une matérialité précise. Donc, vous voyez déjà, premier choix du projet, c'est l'utilisation de la pierre. Pourquoi la pierre? Ça peut paraître presque facile. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, il y a toute une nouvelle vague d'architectes qui s'intéressent vraiment par ces matériaux. Et du coup, ces matériaux qui est issu d'une filière historique, je veux dire, depuis l'Antiquité, on travaille avec la pierre, il y a des carrières, etc. Mais qui aujourd'hui voit un peu une sorte de rebond qui révit un peu par l'intérêt que notre métier, la construction, commence à reporter sur ces matériaux. Donc, qui a des qualités évidemment écologiques et environnementales, parce que finalement, c'est par rapport au cycle de vie, durabilité, que c'est une ressource finalement qui est assez présente dans les territoires. Et donc, du coup, notre premier choix, c'est de partir sur ces matériaux et surtout de partir sur un matériau qui compte avec une structure et avec une filière déjà pas mal articulée au sein de ces territoires. Mais au-delà de tout l'aspect environnemental, et on pourrait dire que ça fait partie aussi de l'aspect environnemental, il y a la question identitaire, c'est-à-dire la question culturelle. Donc, du coup, c'était aussi une volonté de travailler avec le symbolisme de la pierre, mais de le retravailler pour que, en fait, pour sortir un peu de cette espèce d'imaginaire dans lequel, en fait, on vient lier la pierre et la bourgeoisie. C'est-à-dire, vous voyez, avec Haussmann, etc., tous ces immeubles de pierre de taille, liés vraiment à une logique économique très, entre guillemets, un peu classiste. Donc, comment donner la pierre aux habitants tout en participant dans le processus d'identification d'un équipement qui se veut commun et qui se vaut pour tous. Donc ça, c'est le premier choix. Et vous verrez par la suite aussi qu'on a travaillé avec des matériaux, les menuiseries sont en bois, et surtout les toitures sont traitées avec de la tuile céramique, aussi dans un souci un peu d'insertion identitaire par rapport à son contexte. Donc, ce qu'on voit ici, déjà, c'est cette axonométrie, c'est le premier souci un peu de tissu. Quand on parle des tissus, c'est quelque chose qui est assez propre, c'est une terminologie très propre à notre métier et qui peut être assez flou, mais on le voit très clairement ici. On voit les grands principes qui ont véhiculé le projet. Donc, tout d'abord, vous voyez l'église de Saint-Raymond,
qui est ici, qui est construite par ailleurs avec la même pierre, c'est la pierre d'Estayat, qui vient de Carrière de Provence, donc pas très loin. Et du coup, déjà, en fait, un des premiers choix du projet aussi, c'est d'établir un dialogue un peu entre l'Église et le conservatoire de musique comme étant deux bâtiments publics et communs, un peu structurants du tissu urbain. Et la deuxième, en fait, on s'implante dans une parcelle qui est celle-ci, dans laquelle, en fait, il y avait des bâtiments déjà scolaires à disposition, mais qu'il fallait démolir parce que, voilà, ils avaient des gros problèmes structuraux, il y avait de l'amiante, etc. La première décision, c'est de libérer, de remonter le programme en 3 étages, rez-de-chaussée plus 2 étages, afin de libérer au maximum tout cet espace que vous voyez au centre, qui est l'espace qu'on voyait dans la première image, qui est pensé comme étant un équipement à part entière. Donc en gros, on essaye de densifier notre programme pour venir lui donner un caractère un peu présent au sein de ces tissus relativement bas, de maisons individuelles, de grandes maisons individuelles finalement, pour libérer cet espace et en faire un équipement aussi, comme vous voyez, avec les gladants qui viennent s'articuler avec cette forme. Le résultat, finalement, c'est un langage qui essaye de se mimétiser, mais tout en affirmant le caractère public de l'équipement, comme vous voyez ici, donc, par rapport au jeu de texture, par rapport au ton du matériau, mais avec la réinterprétation de certains détails, comme vous le voyez par exemple dans la croûtière, qui est travaillée avec du zinc de manière assez fine pour sortir un peu de ces langages assez vernaculaires, assez traditionnels de la toiture qu'on voyait aux alentours. C'est aussi au travers le détail qu'on va affirmer cette spécificité, une spécificité que par ailleurs, en fait, on disait à l'échelle du territoire, on travaille pour faire une architecture qui était spécifique au poste. Donc, ces conservatoires, ça ne pourrait pas être ailleurs que là où on l'a fait, parce que finalement, ça prend en compte tout un contexte, tout un milieu. Mais aussi, il y a une spécificité par rapport au programme qu'on réalise. Donc, cette spécificité se transforme par rapport à un langage architectural qui essaie de démarquer la spécificité de notre équipement par rapport à l'architecture domestique des maisons aux alentours. Donc, vous verrez que la question de la spécificité, ça reviendra à différentes échelles. Et donc, du coup, finalement, ce qu'on voit, c'est ces rapports entre l'espace public, en fait, de cette espèce de cours qu'on vient créer en dégageant et une concentration du problème à l'auteur, l'église et surtout le grand paysage autour, c'est qui va être aussi, ça va jouer un rôle primordial dans l'articulation de notre programme. Et si on rentre un peu plus en matière, que j'imagine c'est un peu l'objet du séminaire, c'est un peu ce qui nous intéresse, c'est ça aussi, c'est-à-dire, voilà, vous voyez un rapport au paysage qui n'est pas direct, mais qui est au travers la matière, au travers les ressources locales. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les carrières de Provence, donc avec la pierre d'Estayat qui sort des carrières et qui est déposée sur un chantier. Donc, du coup, tout ça, il y a une valeur culturelle aussi. C'est-à-dire, finalement, c'est un chantier qui est sec. Donc, c'est comme, faut penser que c'est un Lego. C'est pas pareil de construire en pierre que de construire, par exemple, en béton, n'importe quel autre matériau. En fait, toute la conception s'est fait déjà du début de manière différente parce que sa mise en œuvre n'a rien à voir. Donc la forme dépend de manière intrinsèque à l'utilisation d'un matériau. Et c'est un peu comme ça aussi qu'on a abordé ces projets. C'est-à-dire, quand je vous disais que le premier choix, c'était d'utiliser la pierre, ça veut dire que toutes les décisions qui ont suivi cette première décision ont été conditionnées par l'utilisation d'un matériau à différentes échelles, avec différentes dimensions sociales, constructives, économiques, etc. etc. Et c'est un peu ce qui met de manifeste ces deux images.
Vous voyez la carrière, déjà avec les tons, avec la végétation qui est propre aussi, qui pousse dans ces territoires, qu'on retrouve un peu par ici aussi, dans un contexte beaucoup plus urbain. La vision historique d'une église qui est déjà construite avec la même pierre, et après, en fait, toute cette vision constructive, presque comme un Lego, qui implique tout un processus de construction complètement différent. Donc là, il y a un travail en amont qui est 1000 fois plus poussé peut-être que dans d'autres techniques constructives. Donc ici, il y a des plans exés qui ont dessiné au détail chacune des pierres. Donc vous voyez par exemple ici, c'est des petits trous qu'on appelle des carottages. C'est pour faire face aux contraintes sismiques qui vont avoir une importance primordiale aussi dans la composition des façades. Et je vais vous montrer ça plus tard. Et finalement, en fait, tout ça, c'est dessiné vraiment avant. En fait, en gros, c'est comment la matière grise, la tête d'un architecte est capable de dessiner quelque chose pour s'insérer dans un processus constructif qui est déjà en place. Il y a des carrières qui ont des moyens assez rudimentaires et qui finalement fabriquent toutes ces pierres et viennent les déposer sur le chantier. Et après, on doit les assembler avec un peu de savoir-faire. Donc, du coup, comment on comprend tous ces processus et s'insérer là-dedans. C'est ce on voit ici. Donc, comme vous voyez, par exemple, c'est que finalement, avec une grue, quelques échafaudages et beaucoup de travail en amont, on arrive à empiler tous ces pierres pour donner une forme, cette forme du futur, hein, un peu qui pour les séminaires. Et finalement, la forme de chacun des éléments est un clin d'œil ou est une réponse à certaines questions. Donc ici, par exemple, vous voyez le mur de la salle orchestre dans laquelle il y avait un souci de, de réverbération. Donc, il fallait, vous savez, dans l'acoustique, il ne faut pas faire des surfaces qui soient parallèles parce que en fait, ça provoque la rétention du son par réverbération, donc du coup qui provoque des nuisances dans l'utilisation de ces espaces. Donc notre idée, premier choix, c'est la pierre. Deuxième choix, c'est de composer avec la pierre. Donc, chacune des décisions, on doit répondre à des questions, à des contraintes acoustiques. On le fait comment? On le fait au travers la compréhension du processus de fabrication de la pierre. Donc, c'est pour ça qu'on tourne ces murs tout en travaillant avec l'orthogonalité des pièces pour recréer un mur qui finalement aussi va participer de la spécialité et de la spécificité de la salle, tout en faisant une esthétique assumée, parce que parfois on tient à négliger l'esthétique des bâtiments. Nous, bien loin de ça, on essaie de l'assumer. Donc pour assumer une esthétique qui est à la fois fonctionnelle, utilitaire, et qui répond vraiment à un processus constructif. Et c'est ce qui montre en fait cet espace, ces murs-là. Et comme je vous disais, toute la question de maîtrise d'une technique, avec l'utilisation de différents modules, avec les carottages qui travaillent en fait dans la stabilité face aux contraintes sismiques du territoire méditerranéen. Et donc, du coup, c'est là où déjà on voit apparaître ces encadrements des fenêtres, finalement, qui viendront alimenter une esthétique assez composée, hein, finalement, on l'assume, des façades, mais qui est une réponse culturelle à la question sismique. Donc, finalement, ce qu'on se dit, l'église à côté, elle a été construite il y a des siècles. Il y avait les mêmes contraintes sismiques. Elle a été construite, ça n'est jamais tombé. Aujourd'hui, on a un rapport au risque lié à toute une partie administrative, le bureau de contrôle, les assurances, un tas d'institutions que vous connaîtrez malheureusement par la suite dans votre profession, que je vous épargne un peu aujourd'hui, mais qui fait quand même qu'on a, en fait, qui dénote d'un rapport de notre métier au risque qui est très particulier. Et, loin de vouloir le négliger ou de le cacher, on a voulu le montrer. On a dit, bah, d'accord, on doit faire des carottages, on doit rigidifier cette structure par des raisons sismiques. Donc, on va l'assumer et on va faire quelque chose qui soit visible pour montrer ces rapports culturels au risque actualisés aujourd'hui et qui va être un peu un contraste dans ces dialogues avec l'Église. Et c'est ce qu'on voit dans ces encadrements. Donc, à certains moments, on s'est dit, bah, il y a des salles, on va faire des ouvertures
pour lier les bâtiments à son paysage, avec les collines, qui est magnifique, etc. Qui va apporter une spécificité à chacun des espaces. Et on va le faire comment? Donc, on va le faire avec des grands encadrements que, loin de venir carotter, cacher, par exemple, même si parfois a été nécessaire de cacher l'acier à l'intérieur de pierres, va montrer tout simplement voilà, des grands encadrements qui viennent rigidifier le bâtiment et qui, de temps en temps, en fait, encore une fois, à une autre échelle, offrent une spécificité à certains endroits, comme par exemple celle-ci, qui vient marquer une sorte de dimension d'équipement, dimension commune, avec un grand encadrement qui participe avec un tout petit geste de décalage du béton, de l'identification de l'endroit spécifique dans lequel on va accéder. Donc, il va participer d'une séquence d'accès du bâtiment identifié depuis la cour. Et c'est ce qu'on voit un peu, par exemple, dans ces détails techniques, comment cet encadrement, finalement, on vient rigidifier et on minimise d'une manière ou d'une autre cette approche beaucoup plus infrastructurelle, on va dire, des carottages avec l'acier. En gros, les carottages, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. On vient percer les pierres, ça file d'un haut en bas, tous les modules, on met de l'acier, on met du béton, et en fait, ça rigidifie pour que si jamais il y a des efforts liés en fait, la pierre travaille en compression, quand il y a des phénomènes sismiques, en fait, on commence à travailler dans tous les sens. Donc, on étire, cisaillement, voilà, il y a une tas d'efforts différents qui ne sont pas propres à la technique de la pierre. Donc, voilà, c'est une réponse par rapport à ça. Et finalement, ce qu'on voit, c'est une architecture qui essaye de montrer à chaque moment les différentes spécificités dans un processus de conception qui est spécifique. Cette photo, j'aime bien parce que même, en fait, on est arrivé à intégrer les détails vous verrez qu'il n'y a pas d'objets, en fait, liés à toute la question technique. En fait, tous ces objets ont été intégrés dans une logique presque artisanale de travail des matériaux. Donc, par exemple, ici, vous voyez la grille de ventilation de la salle orchestre qui est travaillée donc avec de la pierre, avec des modules, etc. Donc pareil, en fait, vous avez tout un faux plafond acoustique qu'on a réalisé parmi des techniques traditionnelles, mais qui est techniquement hyper poussé, c'est-à-dire il y a des calculs acoustiques qui ont défini la largeur entre les lames, etc., pour que ça puisse fonctionner. Mais tout ça, ça a été fait avec des charpentiers hyper bons, qui ont joué le jeu, qui ont été capables de mettre des lames comme toutes les études acoustiques et d'ingénierie le préconisaient. Donc voilà, c'est un reflet assez comment dire, fidèle, en fait, finalement, aux contraintes. Et quand je parle des spécificités, c'est aussi ça, quoi. C'est comment venir rendre une architecture spécifique à toutes les échelles, quoi. Finalement, ça, c'est une spécificité. Cette grille que vous voyez ici, elle est en bois, donc elle a une forme différente que celle qui est là, qui est pour une grille pour le soufflage, l'autre pour la reprise. Donc, parfois, ça fonctionne bien de travailler avec la pierre, parfois, ça fonctionne bien de travailler avec le bois. Donc, du coup, voilà, il y a un tas de spécificités qui essayent de rendre ces bâtiments fidèles un peu à toutes ces questions. Moi, je vais consommer pas mal de temps déjà, il faudra que je me presse, sinon on va pas avoir beaucoup de projets. Celui-ci, c'est un projet, en fait, on change un peu de domaine, on change un peu de matériaux, on change un peu de site donc, par rapport pour appuyer un peu ce concept de spécificité. C'est un projet de logements sociaux et de crèche, un projet multi-programmatique à Paris, réalisé pour un bailleur, Paris Habitat, une très bonne maître d'ouvrage qui travaille sur des enjeux absolument d'actualité. Cette fois-ci, ce projet de manière spécifique, c'est un concours gagné qu'on est en train de développer. On est en chantier, vous verrez quelques photos. En fait, c'est un projet qui porte sur la densification du tissu parisien. Donc, on parle par exemple de transition environnementale. Quand on parle de transition environnementale, ça englobe beaucoup de choses. Et un des concepts qui peut, entre guillemets, presque résumer
cette question de transition environnementale, c'est souvent la densité. Parce que la densité, ça implique beaucoup de choses. Ça implique l'utilisation du sol, ça implique aussi des notions, par exemple, par rapport aux mobilités, ça implique des questions aussi de démocratie, finalement, parce qu'on est dans des milieux denses, donc on est obligé, entre guillemets, hein, d'habiter ensemble. Et finalement, en fait, le mot densité, la notion de densité, finalement, ça englobe pas mal un tas de choses qui sont, à mon avis, en correspondance avec une vision systémique de la transition environnementale. Et finalement, ça, c'est un projet de logement et des crèches pour faire face déjà aux besoins de logement et aux besoins d'espace en crèche qui est assez poussé à Paris. Et donc, du coup, ça se fait dans un quartier, le 12e, dans lequel on retrouve pas mal d'opérations des années 60, 70. Donc, encore une fois, cette valeur culturelle d'une architecture, d'une époque très spécifique, finalement, comme est l'époque moderne. L'époque moderne qui portait un discours très fort sur la question de la densité et surtout sur la question de la construction en hauteur et le rapport au sol. Donc finalement, on aborde ces projets vraiment avec la valeur théorique et historique de ce que ça représente. Donc, en gros, d'accord, on construit à Paris. Paris, c'est vraiment un territoire d'expérimentation. OK, question de la matérialité, on a un peu tout et n'importe quoi, parce que vous avez des carrières, vous avez des je sais pas quoi, vous avez des je sais pas quoi. Mais il faut vraiment comprendre et se placer dans ce qu'on voulait. C'est quoi cette matière un peu située qu'on va utiliser pour faire ces projets, tout en sachant que finalement, on parle de densité, et finalement, en parlant de densité, on parle de mode de vie, non, et de qualité d'usage. Et on revient à la spécificité peut-être de ces projets-là, ce serait plutôt presque la qualité d'usage. Et comment, au travers de la matérialité, on va trouver une réponse qui nous permet, dans un contexte économique assez particulier, de répondre à ces qualités d'usage. Donc, ce que vous voyez ici, déjà, en gros, c'est cette grande barre construite dans les années 60, je pense, avec des grandes tours, qui dégage pas mal d'espace et du coup qui vient un peu en rupture avec le tissu historique faubourien de Paris qu'on voit par exemple dans cette espèce d'îlot, la réminiscence d'un coin d'îlot qui reste dans l'angle de ces grands parcelles. Et finalement, vous verrez un peu des images, comme ici, on retrouve cette grande barre vraiment générique. Donc on parle de spécificité, mais la spécificité, finalement, ça s'oppose pas mal à la question générique. Et du coup, voilà, on s'oppose d'une manière ou d'une autre à cette architecture moderne qui se voulait générique déjà. Parce qu'elle recherchait l'émancipation individuelle des individus au travers d'une architecture universelle capable de répondre à des enjeux avec des réponses qui sont universelles et qu'on peut appliquer un peu partout. Donc finalement, on se situe à côté d'un truc avec un discours qui est à l'opposé, finalement. Je dis la forme urbaine du futur, elle va être spécifique à son milieu, est spécifique. Mais dans son milieu, en fait, on a une vision globale de beaucoup de choses, d'un tas de choses, qui sont assez particulières. Et finalement, dans ces projets-là, ce qui va véhiculer cette spécificité, ça va être la qualité d'usage, qui viendra un peu en opposition sur certaines choses. Donc ici, vous voyez cette barre très générique, qui pourrait être là, ça pourrait être n'importe où, qui génère des espaces, entre guillemets, qui s'en foutent un peu de la topographie, bon, en termes de qualité d'usage, on a des petites fenêtres. Franchement, on pourrait être assez critique par rapport à beaucoup de choses. Mais sans pour autant, en fait, négliger le fait qu'elle est construite en pierre massif, donc chose qu'aujourd'hui on trouverait assez luxe, on va dire. Donc voilà. Et d'un autre côté, en fait, ce qu'on a, on n'a pas trop de photos ici, on a une architecture qui est celle de Langres, pardon, qui est une architecture faubourienne qui est à toute haute échelle. Donc, le projet va regrouper deux idées, celle du tissage urbain, donc comment allier deux époques différentes avec notre projet, comment faire une transition, et comment retrouver une qualité d'usage renouvelée
dans la qualité des espaces intérieurs des logements. Donc finalement, la forme urbaine qu'on va proposer, c'est celle-ci. C'est-à-dire, on viendra se raccrocher dans un contexte avec un travail mitoyen par rapport à cet immeuble faubourien qu'on retrouve ici, et on viendra faire face, en fait, retrouver une urbanité face à la barre de logements génériques et qui s'en foutent un peu de son contexte. Et tout ça, ça va être fait au travers d'un travail assez fin en ce qui concerne la topographie. Parce que le terrain est monté vers là. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que ça va être un bâtiment à moitié enterré qui sera destiné, en fait, toute cette partie-là, ça va être des logements qui va être beaucoup plus haut, qui va faire contraste, en fait, qui va apporter une urbanité et va conforter un peu l'urbanité de la rue, qui va se replier, en fait, pour retrouver une belle orientation sud pour les logements dans toute cette partie derrière. Et en même temps, en fait, on viendra aligner tout ça avec la crèche, qui va être un rez-de-chaussée, qui va être semi-enterré pour avoir un impact minimal vis-à-vis de visuel de la barre, avec une toiture végétalisée qui va participer un peu de la végétalisation souhaitée de tous ces espaces résiduels entre les logements, et finalement qui viendra s'ouvrir vers la cour dans un souci d'intimité, tout en profitant de ces différences de topographique. Donc, en gros, on monte par là. À chaque fois, ces bâtiments est plus et plus et plus enterrés. Mais du coup, toute cette cour, elle est plus basse. Ça protège finalement de l'extérieur. C'est ce qu'on va voir, si je ne me trompe pas, clairement ici. Donc ça, c'est la rue qu'on voyait. En fait, ça, c'est la grande barre. Ça, c'est la cour intérieure que vous voyez déjà, elle est un peu elle est enterrée par rapport à la rue. Et cette rue, elle monte jusqu'à donner accès presque à la toiture en partie haute. Et ce qu'on commence déjà à se voir apparaître ici, c'est la question du module, de la trame et de la générosité des fenêtres. En gros, ce projet est de dire, bon, on va partir sur du béton, et vous verrez comment on a travaillé ces bétons, pour rentrer dans une économie de projet qui participe de la durabilité du bâtiment, parce que c'est du béton architectonique, donc c'est-à-dire du béton apparent. Donc, on ne travaille pas avec du revêtement des façades, on travaille avec une structure qui est toujours euh, apparente et qui fait le revêtement extérieur, dans un souci de diminuer le nombre de couches en fait, qu'on retrouve dans la façade. Donc en gros, on a béton, on a isolant, on a le doublage intérieur. Et du coup, tout ça, ça apporte au travers le matériau, le béton, c'est qui permet de rentrer dans une économie qui nous permet de faire des énormes fenêtres de 2 mètres par 2 mètres qui vont participer d'un éclairage maximal de tous les logements, chose qu'on voit pas mal dans ces élévations. Et finalement, c'est un peu ce que je vous disais, c'est cette intériorité de la cour avec un traitement, encore une fois, spécifique par rapport à la façade de ce qui se veut en équipement, comme cette crèche qui est très ouverte vers l'intérieur, et une façade beaucoup plus minérale et qui travaille beaucoup plus avec de grandes fenêtres, comme c'est les logements qu'on retrouve ici. Et on voit déjà aussi une spécificité, c'est les loggias d'angle, parce qu'on aura toujours une conformation, en fait, une sorte de relation entre cuisine, séjour et espace extérieur qui va être articulé au travers de ces angles comme étant vraiment les cœurs de chacun des logements, avec cette relation avec l'extérieur un peu filtrée au travers des loggias qu'on voit ici. Et surtout, après, il y a la question de la matérialité, comment on fait ça, en fait. Dans un souci d'optimisation, c'est pareil, en fait. Nous, on voulait pas faire de manière générale, on n'est pas trop. On essaie d'échapper le béton. En tout cas, le béton qu'on connaît dans le panorama français, c'est-à-dire le béton de mauvaise qualité, utilisé uniquement en structure, en refond, qui participe, qui explique rien du tout, qui a aucun récit, qui est incapable de montrer d'un point de vue culturel quoi que ce soit. Donc on essaye d'en faire quelque chose qui sera capable d'expliquer, de mettre en place un récit culturel avec les gens, quoi, et avec l'esthétique, et avec le patrimoine du futur. Et ce qu'on a fait, c'est travailler avec une formule de béton assez spécifique, capable de lier la matière de la barre, qui est faite en pierre et béton, et toutes les textures qu'on retrouvait un peu aux alentours. Donc ça, c'est un béton
blanc avec une formule très spécifique qui est préfabriquée, mais préfabriquée sur place. Donc, c'est tout un truc qu'on teste. Je pense, je ne suis pas sûr que ça s'est déjà fait de manière récurrente. Donc, c'est vraiment, on est encore dans les cadres de l'expérimentation, mais ça permet aussi d'avoir une flexibilité, une qualité de finition assez poussée, on va dire. Parce que finalement, il y a une logique aussi de préparation du chantier en amont, c'est-à-dire une valorisation de notre métier, de la technicité de notre métier, qui est fait au travers la définition des modules, la préparation de tous les banches qu'on voit ici, qui sont des modules préfabriqués, et après une logique d'assemblage qui favorise aussi un chantier beaucoup plus contrôlé, avec beaucoup moins de nuisances. C'est un peu ce qu'on voit ici. Bon, ça, c'est toute la technicité aussi de construire un parking pour essayer de libérer tout l'espace public, un terrain, donc on voit à côté de la barre, donc vous pouvez imaginer les efforts de cet énorme bâtiment sur la terre et toute la technicité que ça demande. Et voilà, donc on est dans un registre complètement différent, dans un contexte complètement différent. Et du coup, finalement, la réponse est complètement différente. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse. Et que quand je parle, par exemple, d'évolution et de la manière qu'on a de faire évoluer certains rapports avec la société, si on faisait ces projets aujourd'hui, ma question est toujours la même. Est-ce que je le ferais de la même manière? Et je pense que non. Ça, je peux vous le dire pour tous les projets. Même pour les conservatoires, vous verrez que la question de la forme est très spécifique. En fait. La forme, moi, quand je vois le conservatoire, qui est plutôt apprécié de manière générale par les gens, hein, moi, j'y vois les défauts. Moi, je vois tous les défauts, toutes les choses que j'aurais fait différemment en termes de forme. Peut-être la toiture, je les aurais fait différent. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que les formes, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas un truc qu'on fait une fois et après on est convaincu, quoi. Je pense pas qu'il existe des projets qu'on bougerait jamais, quoi. Et ça, c'est quelque chose que dans la forme de futur est important. Mais ce qui resterait pareil, ce serait le récit. C'est ça ce qu'il faut retenir pour moi, pour les formes du futur. C'est que le récit, pour moi, dans l'ensemble des projets qu'on fait, il resterait inchangé. Peut-être que la forme, ce serait un peu différent. Mais forcément, parce que les techniques évoluent, parce que peut-être le rapport économique et constructif aurait évolué, ou peut-être parce que nous, on l'aurait fait évoluer. Je veux dire, le rapport à la pierre, depuis qu'on on a commencé le concours du conservatoire à aujourd'hui, n'est pas du tout le même. Il y a plus d'articles, tout ça, ça bouge. Et du coup, voilà, c'est quelque chose d'important en fait à retenir. Pour changer encore une fois de registre, je vous montre un projet, un concours perdu, mais perdu fièrement. Ça, il faut être toujours fier de perdre des concours, parce que ça veut dire qu'on a pris des risques et que les risques n'ont pas payé. Mais voilà, ce qui m'intéressait, c'était encore une fois de placer cette logique, aussi pour montrer un peu une sorte de diversité recherchée dans la pratique de l'agence, notamment toujours véhiculé par cette notion de spécificité. Et c'est un concours dans un centre médico-social qu'on a fait à la Chapelle Saint-Luc, à côté de Troyes, donc du coup en Champagne, et là j'accélère parce que je pense que je dois terminer dans une dizaine de minutes, peut-être, Mickaël, non? Oui, t'inquiète, si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Ah, je t'entends pas. J'ai dit que si ça dépasse un peu, c'est pas grave. 60%. Je t'entends là? Oui, je pense que j'avais le son qui était pas activé. Moi, j'ai 10 minutes encore? Oui? Ok. Donc voilà, ces projets qui s'insèrent en fait dans un contexte extrêmement particulier, culturellement extrêmement vif, parce qu'on est en Champagne, donc avec tout ce que ça implique déjà, en fait. Quand on parle des cultures liées c'est un contexte culturellement extrêmement riche, donc avec le champagne qui aussi est une boisson capable de résumer pas mal toutes ces notions historiques, de terroir, de spécificité, mais comment arriver à
l'excellence au travers la compréhension d'un territoire, entre guillemets, non? Et finalement qui se traduit par une architecture aussi assez particulière. Mais vous verrez que toute cette espèce d'imaginaire extrêmement romantique que je viens de vous décrire ne coïncidait pas du tout en fait avec le contexte dans lequel on devait construire, donc, qui était la chapelle Saint-Luc dans la banlieue de Troyes, et surtout dans un contexte, encore une fois, héritage moderne, bar, tour, manque d'urbanité, une mauvaise interprétation de tous les principes de l'époque moderne, dans lesquels finalement on retrouve un quartier compliqué, pas du tout hiérarchisé, dans lequel l'espace public, malgré la quantité d'espace libre à disposition, est inexistant. Et finalement, on doit faire face à un projet qui, de par son programme, n'est pas assez dense, à notre sens, par rapport à ce qu'il faudrait faire ici. Donc, encore une fois, on parle de densité. Donc là, justement, on va faire un peu une contre-proposition par rapport au programme. C'est ça un peu qui nous fait perdre, hein, j'ai l'impression. Mais bon, il faut assumer. Donc, de comment aborder cette notion de... Finalement, on est là, on fait un centre médico-social. Donc, en gros, c'est un cabinet médical de soins, plus une PMI, donc quelque chose pour le maternel, c'est-à-dire là où on reçoit les gens qui ont des bébés, etc., avec toute une partie de locaux administratifs. Et voilà, un programme un peu compliqué parce que ça nécessite aussi une question un peu avec des enjeux un peu sécuritaires, finalement définis par les maîtres d'ouvrage, dans lesquels voilà, ils ne veulent pas que les flux se croisent, que les travailleurs ne soient pas en vision directe des utilisateurs du bâtiment. Toute une complexité assez poussée dans un contexte qui n'a pas d'urbanité, et qui, d'une manière ou d'une autre, va un peu contre tout ce qu'on essaye de mettre en place dans notre pratique. Et ce qui se voit parfaitement en fait dans ces photos aériennes, dans lesquelles finalement on voit toute la place de la voiture avec des parkings, avec une artificialisation des sols vraiment atroce par rapport à la densité proposée. Et du coup, on viendra se positionner par rapport à ça. Donc, premier souci, c'est l'implantation. L'implantation, on va essayer de retrouver des alignements. On va essayer de concentrer le bâtiment pour en faire un peu quelque chose de dense, mais en même temps qui puisse, d'une manière ou d'une autre, arriver à qualifier certains espaces. Donc, premier choix, ça va être presque d'essayer d'atteindre l'artificialisation zéro de notre parcelle. Au contraire. Donc, en gros, ce que vous voyez ici, par exemple, il y a une diminution atroce en fait, de surface minérale. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Et donc, du coup, finalement, qui se réduisent à un parvis, mais qui, d'une manière ou d'une autre, participent aussi de l'infiltration. Des grands espaces en fait, de pleine terre végétaux et une rue, en fait, mais aussi un stabilisé qui n'est pas tout à fait imperméable, avec la mise en place d'un parking végétal aussi, donc, du coup un aménagement paysager qui essaie de réinterpréter la question du parking qui était nécessaire. Et avec une intériorité du bâtiment qui va être destinée aux travailleurs plutôt. Donc, du coup, on essaie de définir différentes zones avec un projet, avec une forme qui est très autonome, parce qu'on n'a pas de contexte. Donc, finalement, à différence de ce qu'on voyait dans les autres, c'est une forme qui vit par elle-même. En fait, la forme, on pourrait la mettre là, on pourrait la voir là, et n'importe où ailleurs. Donc là, en fait, la spécificité, ça ne sera pas la forme en relation avec son contexte, ce sera d'autres choses. Donc, c'est pour ça que la spécificité, à chaque fois, en fait, elle s'adapte aux contraintes et aux spécificités des lieux. Ici, on pensait que c'était important que la forme et la géométrie puissent être autonomes et vivre par elles-mêmes. Et c'est ce qu'on verra ici, dans ces plans qui se veulent assez carrés,
même un peu raide, dans laquelle il y a un parti pris fonctionnel qui est celui qui articule un peu les structures du bâtiment. Donc, en gros, vous voyez ces grands halls partagés, traversant vers cet espace contemplatif, et donc du coup, un programme de part et d'autre dans chaque aile. Donc, ici, vous voyez la PMI, et ici, vous voyez tout le centre médical, qui en fait donne vers cet espace contemplatif et qui en fait finalement donne les circulations à l'extérieur pour essayer de faire un filtre entre les cabinets et tous les espaces extérieurs. Donc du coup un plan très simple qui s'impose. Mais on voit déjà en fait une série d'éléments constructifs avec cette trame qui apparaissent. Cette trame, finalement, qui va être un peu la spécificité du site. Donc, ici, dans ces cours, vous voyez un peu le souci d'artificialisation zéro. Donc, vous voyez comment on travaille toute la topographie pour sortir un peu de ces cadres urbains. Donc, on dit, écoutez, il n'y a pas d'urbanité. Avec le programme, on ne va pas y arriver parce que ça manque de densité. Donc, à ces points-là, on va faire une forme autonome et on va travailler la nature en fait, pour amener un peu la nature en ville et on va l'assumer et on va proposer un rapport au sol qui va être complètement à l'opposé de tout ce qu'on voit aux alentours. Et ces coupes sont un peu le reflet de ça. Et ici, par exemple, dans la partie où on monte, c'est un peu les bureaux administratifs qui avaient un accès indépendant ici. Donc, du coup, c'est ce qui était demandé. D'un point de vue fonctionnel, ça fonctionnait plutôt bien. Et du coup, tous les bureaux étaient orientés sud. Et finalement, ça participe de la création des espaces assez particuliers comme ceux-là. Mais ce qui est finalement la spécificité matérielle, encore une fois, du projet, c'est la réinterprétation de l'appareillage champenois. Un peu, vous voyez, il y a une sorte d'esthétique assumée, un peu compositif, que vous voyez un peu en place, et que peut-être vous vous êtes demandé qu'est-ce que c'était. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, peu importe. Encore une fois, peut-être si je le faisais aujourd'hui, je referais ces motifs différemment. Mais ce qui compte, c'est le récit. Et le récit, c'est quoi? C'est en Champagne, traditionnellement, il y avait cet appareillage qui était fait avec de la brique et la pierre. Donc, pour retrouver un équilibre dans la gestion hygrométrique des murs. Et ce qu'on a fait, vu qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de carrières structurées autour de la pierre de taille, etc., on a travaillé avec de la brique porteuse, encore une fois. C'est vraiment, on n'est pas du tout dans une logique de revêtement de façade. Dans la brique porteuse, pour retrouver, et en introduisant un peu un élément qui fait cet ancrage culturel avec les sites, en utilisant la pierre dans la nature dans laquelle on la trouve dans les territoires, c'est-à-dire avec des petites dimensions donc, qui peuvent en fait s'insérer dans l'appareillage de la brique. Et donc, du coup, finalement, c'est une réinterprétation absolument contemporaine qu'on voit ici, en fait, avec ces encadrements, avec les abris soleil, qui répond encore une fois à toutes les contraintes du projet. Donc, on parle de sécurité, de gestion de vue, de contrôle solaire, etc., etc., pour venir interpréter ça, l'appareillage champenois dont je vous ai parlé, mais qui était né des soucis beaucoup plus de gestion hygrométrique, mais aussi de soucis liés à la disposition de ressources locales du coin. Et finalement, ce qu'on essaie de faire avec notre architecture, c'est ça, c'est de retrouver les spécificités, de comprendre les dynamiques économiques et constructives de chaque territoire pour proposer une architecture qui ne pourrait pas être en fait nulle part ailleurs que cet endroit spécifique. Et finalement, qui donne une image comme celle-ci, avec le parvis d'accès, finalement, qui interprète, il y a une sorte de continuité de rapport au sol assez marqué. Et je termine très rapidement, avec 2 minutes, avec ce projet. Ça, il y a une erreur avec l'intitulé. Des maisons, des quartiers d'habitat dense et passif à Prechtdorf. Et ce n'est pas autant l'architecture qui m'intéresse, parce que, encore une fois, j'aurais fait bien différemment de tout ce qu'on a fait déjà en 2016. En fait, c'est un projet livré en 2016, donc ça fait déjà 5 ans. J'étais jeune, j'ai l'impression.
Et, mais ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est le récit, c'est ce qu'il y a derrière. Parce que finalement, le langage architectural, bon, il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas. Je ne vais pas vous les dire parce que peut-être vous ne les avez pas remarquées. Et du coup, ça va rester un peu plus incognito. Mais, mais finalement, en fait, ces projets, c'est intéressant parce que c'est encore une fois est né de la volonté politique de la région d'Alsace de redynamiser toute la filière du bois et du bois local. Donc vous savez, le problème aujourd'hui, par exemple en Alsace, typiquement, qu'il y a une filière très bien structurée historiquement. Vous savez qu'en Alsace, la plupart des choses, vous avez toutes les maisons à colombage. Je veux dire, on pense à l'Alsace, on passe de la construction bois, finalement, assez naturellement, parce qu'elle est très présente de manière générale. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans une vision économique, il y a des études qui montrent que cette filière, malgré être structurée, ne participe pas en fait, de la résilience économique de la région. Parce que ce qui se passe, c'est que tout le bois qu'on produit à échelle locale part en Chine pour être manipulé et être transformé dans des produits qui reviennent ici avec aucune valeur ajoutée en forme de chaises d'IKEA ou des choses comme ça. Donc finalement, il y a un problème qui est détecté et il y a une volonté politique finalement pour essayer de retrouver des nouvelles issues à l'industrie, à la transformation de la deuxième transformation du bois au travers de la construction et au travers de l'architecture pour essayer de remédier à cette problématique détectée et identifiée avec des études. Donc finalement, c'est là où c'est intéressant, c'est les caractères de prospectifs et quand je parlais de capacité de faire évoluer certains rapports de l'architecture, c'est exactement ça. C'est comment, au travers de l'architecture, on arrive à, à, à modifier une certaine dynamique économique. Non, comment, en proposant de nouveaux systèmes constructifs, on arrive à dire, bah, écoutez, la filière, on peut faire comme ça, comme ça, comme ça, et ça va avantager tout le monde. Votre bois, il va être coupé, transformé, installé avec des bons charpentiers et du coup vécu par les habitants. Il y aura toute une logique de cycle qui va se mettre en place, qui va favoriser une économie locale prospère, quoi. Et ça, en fait, cette volonté politique se joignait à un deuxième enjeu vraiment de paysage à échelle territoriale, qui était la replantation de l'après-guerre, encore une fois. En gros, ce qui s'est passé, c'est après-guerre, en fait, il y a une campagne de réforestation qui a porté sur des espèces qui n'étaient pas autochtones. Donc, et du coup, tout ça, ça produit de problèmes au sol, donc d'acidification des sols, etc. Donc, du coup, qui provoquait vraiment de soucis à échelle territoriale en ce qui concerne, par exemple, la gestion des eaux, la gestion des sols, la gestion des forêts. Donc, du coup, c'était assez problématique. Et ces projets architecturaux qu'on a développés, c'était un peu l'excuse, le prototype pour développer toute une autre économie liée à la filière bois, donc du coup à l'utilisation du bois local, et à l'utilisation du bois local avec des essences autochtones, parce qu'il y avait un plan de replantation de toutes ces forêts avec de l'hêtre et du pin sylvestre. Donc voilà la dimension et la spécificité de cette opération déjà qui était assez remarquable. Donc tout l'enjeu, ce sera de répondre au travers la construction d'un bâtiment à une nouvelle articulation de la filière avec l'utilisation des espèces autochtones. Donc c'est un enjeu qui n'est pas négligeable. Et en parallèle, à la réinterprétation aussi des modes de vie pour comprendre comment en fait, les habitations peuvent répondre à des enjeux évolutifs par rapport au mode de vie. Donc, en gros, une famille qui grandit, les enfants ils grandissent, ils se marient, ils ont des enfants. Donc du coup, comme de toute cette noyau familial, en fait, on devient deux. Et comment, par exemple, les habitations peuvent, d'une manière ou d'une autre, s'adapter à tout ça. Donc il y avait trois enjeux, en gros, donc, qui rejoignaient une toute petite opération, chose qui ne rendait pas la tâche facile. Et du coup, il y avait aussi une logique territoriale d'implantation qui est très liée aux mobilités. Ceux qui ont été en Alsace le savent, c'est des petits noyaux qui s'articulent autour de routes un peu de campagne, quoi. Donc avec une figure un peu linéaire de construction
qu'on a essayé de mettre en place en fait, avec la figure du quartier, qui est celle-ci, dans laquelle on vient apporter une urbanité à la rue, conforter cette rue finalement qui est l'élément fondateur un peu de l'urbanité de tous ces coins, mais avec une ouverture vers le paysage. Finalement, c'était un peu ça, avec des différents noyaux, etc. Je vais faire l'impasse dans beaucoup de choses, parce que c'est assez complexe. Si vous avez des questions après, je vais vous répondre. Mais du coup, dans lesquelles vous voyez différentes unités, qui étaient celles-ci, dans lesquelles il y avait une optimisation de différentes ressources, avec ce qu'il faut retenir, surtout, c'est l'utilisation de l'être dans les structures, chose qui est assez rare, donc qui a été utilisée en lamellé-collé, dans les solives qui sont apparentes, et en forme de poteau en treillis, on va dire, ici, pour avoir une épaisseur un peu plus importante et pouvoir héberger de bottes de paille parce que l'isolation a été faite avec de la paille. Donc finalement, ce qu'on aura vu aujourd'hui, c'est de la pierre, du béton, de la brique et du bois et de la paille. Donc quand on parle de beaucoup de choses, de spécificités, de milieux, d'écologie, ben, on pense tous, j'entendais un très bon ami, Boris Boucher, qui disait récemment on a construit un pisé, mais ce n'est pas parce que cette idée romantique que le pisé est écologique, tout simplement. Non, c'est parce que le pisé est à disposition dans les territoires dans lesquels on a construit. Et du coup, c'est écologique de travailler avec des ressources locales qui réduisent les mobilités, qui réduisent les transports, qui réduisent les transformations et qui réduisent l'énergie utilisée pour sa mise en œuvre. Donc finalement, c'est un peu tout ça ce que j'essayais de transmettre aujourd'hui, les formes de demain. Voilà, quelques images de tout le processus de transformation, les structures, etc. Et du coup, qui a été un travail aussi jusqu'au détail, l'utilisation aussi de lettres, dans tout ce qui est les finitions intérieures, dans les parquets, dans les portes. Finalement, c'était un résultat intérieur qui était assez chic, parce qu'on n'a pas l'habitude en général, hein, quand on travaille dans le logement social, par exemple, de se payer des finitions de ces genres. Mais bon, c'est que ça montre aussi que la question économique est une question très floue en réalité. Donc voilà, et un peu avec les espaces extérieurs, donc du coup dans lesquels il y a tout un récit aussi par rapport à l'évolutivité, mais que je n'aurai pas le temps d'expliquer. Et voilà, avec ces projets, avec ces messages un peu qui travaillent les différentes matérialités, je termine. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez trouvé ça intéressant, que ça apporte des réponses ou des éléments à la construction de votre démarche future, et surtout que ça permet d'enrichir un peu ces séminaires que je trouve extrêmement intéressants. Merci. Merci Jordi, c'était vachement riche et intéressant ta présentation. Je fais toujours comme ça, c'est-à-dire moi je ne pose pas de questions jusqu'à la fin, sinon les autres ne parlent pas. Donc je vais laisser la parole aux étudiants pour que vous posez toutes les questions que vous voulez à Jordi qui est disponible pour vous. Ouais, moi, j'ai une première question sur ce projet-là, justement. Du coup, vous parliez souvent, les architectes, même qu'on a vu dans le séminaire, ils ont tendance à passer un petit peu à la question du logement social. On n'a pas abordé souvent. Vous avez deux exemples, du coup, je trouvais ça assez intéressant. Et donc, le premier exemple, j'ai compris que grâce au béton et à enlever plusieurs couches, vous avez réussi à créer des ouvertures plus grandes et avoir une qualité spatiale un petit peu supérieure. Et ici, c'est quoi vraiment ce qui a été, on va dire, l'économie principale qui a permis ensuite d'avoir une finition un petit peu plus poussée dans ces logements? Ici, à vrai dire, on était un peu hors cadre économique, on va dire. Ok. Parce qu'il s'agissait d'une opération un peu de prototype, on va dire. Donc, c'était pas autant même si finalement l'économie, c'est quelque chose à laquelle on n'échappe pas. Hein. Je veux dire, on a des budgets, on doit répondre, c'est le cadre du marché public. On n'a pas trop l'échappatoire par rapport à ça. Mais il n'y avait pas vraiment une logique comme dans les logements sociaux. C'est vraiment une question sur laquelle on pourrait discuter pendant une semaine
Et je vous invite en tout cas à regarder des conférences des gens qui sont beaucoup plus savants que moi, qui s'expriment mieux et qui sont brillants, comme Jacques Lucan, que je ne sais pas si vous connaissez, mais regardez des conférences sur YouTube, vous allez apprendre plus qu'avec moi. Mais dans lesquelles, en fait, la dimension, les mètres carrés du logement social et le prix, finalement, c'est un débat, mais jamais terminé. Et donc, du coup, dans le cadre de l'opération à Paris, on était plan plan. Parce que finalement, il y a une logique économique, elle répond en fait à... Et c'est là où on fait des choix. En fait, il faut se positionner. On est dans les cadres du logement social. Nous, ce qu'on a fait, c'est d'essayer d'optimiser au maximum au travers d'un travail vraiment fin dans la gestion de cette trame, de la normalisation des éléments. C'est toujours la même fenêtre hein, dans l'opération de Paris. C'est toujours exactement les mêmes modules de fenêtre. Donc, on a utilisé un peu des notions qui sont on n'a rien inventé. Hein. Je veux dire, la standardisation de l'architecture, c'est aussi un débat passionnant. Quoi. Nous, on s'en sert, mais sans pour autant le défendre. Je suis plutôt contre la standardisation, mais la standardisation de mauvaise qualité. Là, ce qu'on a essayé de faire, c'est une optimisation plutôt qu'une standardisation. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Ici, dans cette opération, on était vraiment dans un cadre opposé. C'est-à-dire il fallait être inventif, il fallait sortir vraiment du cadre économique parce que l'objectif était de retrouver une nouvelle économie. Donc là, en fait, dans l'opération de Paris, on s'insère dans une logique économique, on essaye peut-être d'y goûter un peu, mais on essaye de miser la bataille là où ça nous intéresse, où on pense que c'est important dans les cadres du logement social. On peut aussi regarder toutes les conférences de Lacaton et Vassal. Ils ont un discours par rapport à ça qui est extrêmement intéressant. Et ici, justement, on était dans les cadres opposés, c'est-à-dire de comprendre toute la dynamique économique. Et la commande était justement de la réinterroger pour être capable, au travers de l'architecture, de proposer des alternatives. Donc, du coup, là, ce qui était demandé, c'était un peu, un des objectifs qu'on s'était donné, c'était la reproductibilité des systèmes constructifs. Chose qui n'a pas été hyper concluante, dans les sens où l'être, les structures, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on pense. Ça pose beaucoup de soucis. En réalité, du coup, voilà, dans le cadre de cette opération spécifique, je ne pense pas qu'on a pu apporter des réponses qui vont être reproductibles à 100%. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a participé, en tout cas, de cette recherche de la reproductibilité. Et finalement, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se placer dans un cadre d'expérimentation, mais collectif, que chaque opération sert à quelque chose et qu'on ne soit pas un peu isolé. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre réponse. Si. C'est très clair. Merci. De rien. Mais c'était une très bonne question en tout cas. Hein. Je pense qu'on pourrait en discuter pendant toute l'après-midi. Oui, je pense qu'il y a matière à avoir du débat, effectivement. Oui. Mais ça rejoint aussi l'idée de la spécificité. Hein. La spécificité aussi du programme. En fait, on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes objectifs quand on fait du logement. En fait, c'est presque les deux mondes. Quoi. On parle d'habiter, de logement. C'est vraiment tout un champ de bataille qui est très d'actualité avec toutes les lois qui ont passé et tout. La loi Elan, le milieu économique lié vraiment à la fabrication du logement. Et après, il y a l'architecture un peu entre guillemets, hein, je veux dire, emblématique, plus d'équipements, de tertiaire. C'est vraiment presque deux métiers différents, hein, on pourrait dire à certains moments. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne crois pas qu'il n'y ait pas de questions. Hein. Il y a juste des gens timides, en tout cas. Soyez pas timide quand même. Ça serait la première fois dans tout le semestre que vous êtes timide et Jordi partira triste, quoi. Moi, je vais le prendre mal, moi. Je ne viendrai plus jamais à Rennes. Hein. Moi, j'ai une petite question. Déjà, je voulais vous remercier parce que c'était extrêmement intéressant et c'est toujours très agréable.
J'ai pas compté le nombre de fois où vous avez dit spécificité, mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, et notamment dans le cadre de ce séminaire, je travaille sur le rapport au contexte. Et c'est rigolo parce que le processus que je mets en place, c'est un peu le processus que j'ai l'impression que vous avez, en tout cas dans votre manière de présenter chaque projet, vous avez toujours fait l'effort de nous rebasculer avant de nous montrer le projet dans le contexte et ce que c'était pour vous, ou même pas forcément pour vous, mais d'un point de vue assez neutre, en fait, purement historique. Et je me demandais si à chaque fois, vous preniez le temps d'y aller, parce que je vois que vous voyagez quand même pas mal, si c'est le cas. À chaque fois, vous preniez le temps d'y aller, de passer un peu de temps sur place, ou notamment dans le cadre de concours, si vous faisiez un peu tout à distance. Non, on prend le temps toujours, hein. De manière générale, on va dire que cette approche, en réalité, bah, c'était assez voulu, hein. Je n'utilise pas dans ma vie quotidienne spécificité autant, mais, mais c'était vraiment pour insister sur la réponse, parce que finalement, je trouve extrêmement intéressant franchement, mais je le dis avec toute franchise, ces séminaires, pour moi, c'est vrai. En fait, au travers de cette terminologie des formes futures, etc., en fait, qui paraît assez générique, mais il est très, très, très focalisé sur les enjeux qui sont tout à fait d'actualité. Et donc, du coup, moi, quand Michael m'a proposé ça, j'ai regardé un peu, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais raconter, non? Parce que je n'aime pas trop raconter les projets. De toute manière, ça n'a pas de sens. Toutes les conférences, des archis qui présentent et qui disent, ouais, ici on a fait ça, ici on a fait ça, et là on rentre par là, et là on a un espace comme ça. Moi, c'est pas ça, parce que finalement, ce que je vous dis, c'est que les choses, on les fait pas pareil aujourd'hui que demain, et heureusement, quoi. Parce que nous, on évolue, parce que les choses évoluent, parce que le monde évolue, parce que tout évolue. Et donc, du coup, la spécificité, pour moi, c'était un peu c'est un peu le mot, la terminologie, capable un peu de véhiculer cette notion, quoi. Finalement, si on est spécifique, déjà le fait, ou l'idée d'être spécifique, c'est déjà un récit. Et comment on est spécifique, et c'est aussi en contradiction avec la terminologie générique. En fait, le spécifique, pour moi, ça va vraiment contre le générique. Je fais des cours théoriques aussi à l'école. Donc, du coup, je recherche pas mal. Par exemple, notamment par rapport à l'espace public, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que je fais à Barcelone, qu'on fait un peu aussi dans l'agence. Et donc, du coup, dans les cadres de ces cours, en fait, j'analyse, par exemple, j'ai un cours qui explique l'évolution de la rue dans les 20e siècle. Et donc, du coup, ça traverse un peu ces stratégies d'aménagement différentes qui sont toutes chargées d'une valeur théorique extrêmement forte. En gros, tout l'urbanisme du siècle, il est basé sur des théories sociétales, presque. En fait, si vous regardez Marx, en fait, ça parle de la ville. Tout le monde parle de la ville après la révolution industrielle. Après la révolution industrielle, la ville, c'est vraiment elle est vivante, quoi. Et donc, du coup, toute cette valeur vraiment théorique et historique et des recherches, c'est quelque chose qui imprègne pas mal la production de l'agence. Parce que c'est une vision, quoi. C'est une manière de voir les choses, de les analyser. Donc évidemment, on voyage, on essaye en tout cas, on va visiter les sites, les lieux, on s'interroge, mais parfois, ce n'est pas uniquement un voyage, c'est pas un y allant, hein. C'est aussi des recherches qu'on mène à l'agence par rapport aux ressources, des choses comme ça. On a des collègues à Nancy, les studios LADA, je ne sais pas si vous connaissez, qui ont participé de tout un... avec comment ça s'appelle le truc? Oui, en plus c'est Philippe Malek qui a fait la frugalité rouge, je ne sais pas quoi, qui ont fait tout un inventaire de ressources dans la région de Lorraine, avec d'autres collègues, etc. Donc, il y a toute une volonté en fait de recenser les atouts de certains territoires. Et finalement, c'est plus une manière d'envisager presque la vie qu'autre chose, quoi. C'est la spécificité finalement et l'attention portée aux spécificités des choses. C'est quelque chose qui nous accompagne. Même quand on fait un voyage, c'est pas, on fait un voyage, même s'il n'y a pas un projet, je m'intéresse
j'essaye de comprendre la dynamique de ces sites, mais la dynamique à toutes les échelles, économique, sociale, c'est de comprendre. J'ai fait des conférences, j'ai fait des workshops à Cuba, par exemple, et c'était, là, j'étais en fait, bousculé de partout, quoi. Une société dans laquelle en fait les classes n'existent pas trop, dans laquelle donc là franchement j'aurais pu y passer des mois, quoi, à comprendre comment ça fonctionnait, à parler avec les gens, à aller interroger par exemple comment ça fabriquait les choses, comment ça. Donc c'est plutôt une attitude, c'est une manière de voir un peu le monde presque que je sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, c'est pas très méthodologique, peut-être. Ça dépend beaucoup. C'est plutôt une question d'intérêt, je pense. Finalement, c'est l'intérêt qui fait bouger un peu notre métier. Hein. On ne peut pas se mentir. C'est là, en fonction de ce qu'on a envie de faire, on fera, quoi. Mais pas plus, ni moins, quoi. Ça se sent en tout cas. Oui, Merci. merci. Ouais. Moi, j'aurais une question. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je suis à l'école, donc il y a un peu de son autour de moi. Parfaitement. Moi, du coup, ce que je voulais revenir un peu en lien aussi avec la question de Margot sur la spécificité, ce qui se retrouvait en fait assez fréquemment dans ce que vous parliez, c'était que cette spécification, elle était reliée donc à un matériau particulier, un bâtiment, qui lui permettait du coup de lui donner une identité, et aussi en fait comment chacun des différents matériaux identifiait certaines parties ou identifier en fait le bâtiment par différentes façons. Et notamment, ce que j'avais trouvé extrêmement intéressant, c'était sur le premier bâtiment que vous nous avez présenté sur le conservatoire. Comment en fait, du coup, c'est les encadrements en fait les encadrements en béton venaient révéler du coup le caractère d'espace public et de petits usages publics. Comment ça s'appelle de conservatoire en fait et d'usage collectif à l'intérieur et du coup qui est rendu possible par cette utilisation du béton qui en plus permet de venir structurer et renforcer le bâtiment. Et c'était plutôt une remarque qu'une question, mais en tout cas j'avais trouvé toute cette petite partie-là extrêmement intéressante et très révélatrice du coup de votre démarche au sein de vos projets différents. Très bien, merci. Je rajoute une chose par rapport à ça aussi, c'est une question de dimension. En fait, il y a la question de la matière, il y a la question aussi de la composition des dimensions. Par exemple, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on a fait avec ces grandes fenêtres, c'est de travailler avec des compositions plus ou moins constantes par rapport au contexte. C'est-à-dire un rapport hauteur-largeur plus ou moins qu'on réinterprétait. Parfois, c'est des carrés, parfois, c'est des... Mais après, en fait, on a apporté une échelle de... On dit ça, c'est pas du tout scientifique, mais environ 1,5 à chaque élément. Donc, en gros, ce qu'on s'était dit, c'est notre projet, c'est 1,5 fois plus grand que tout le contexte de moyenne. Donc, on va escaler tous les éléments 1 fois 5. Vous voyez, donc par exemple, cette fenêtre, c'est qui permet finalement une intégration de loin. Parce que quand vous voyez ici, en fait, il y a une question de proportion entre les différents éléments qui répond plus ou moins à la proportion qu'on retrouve aux alentours, mais qui lie sa lecture, qui modifie sa lecture en fait quand on se rapproche. Parce que finalement, c'est cette question de proportion. Par exemple, quand on est là, on se rend compte que bon, ok la proportion, mais là, on a une sacrée fenêtre quand même. Et c'est là où son caractère finalement public s'affirme. C'est vraiment, il y a une double lecture. Et ça, c'est quelque chose qui a aussi, en fait, qu'on a pas mal travaillé. Donc, il y a la question de la matière, mais il y a aussi après la question propre à la discipline, quoi. Finalement, c'est nous qui donnons les dimensions aux choses et finalement, en fonction de ces dimensions, on a une lecture, on a une autre. Ou on en a une qui est double et qui est voulue. Parce que ici, vous voyez, la dame elle doit faire 1,65 m. Cette fenêtre, elle est quand même grande. Donc, c'est voulu, quoi. Après, on a un charpent menuisier qui voulait jouer le jeu et qui a accepté de ne pas mettre des lisses hautes ou lisses basses ou des choses comme ça, parce que tout le monde voulait regrouper nos menuiseries et on a lutté pour ne pas le faire. Sinon, vous voyez bien que ça n'aurait été pas du tout pareil, quoi. Si on retrouve, par exemple, ici, si vous avez des grands fixes auto-nettoyants,
Donc, je vous ai épargné beaucoup de polémiques. Ça paraît beaucoup plus romantique aujourd'hui, mais c'était plein de batailles. Je viens de me souvenir d'une question en voyant vos photos. J'avais l'impression que les dimensions des pierres et que vous aviez des murs qui étaient assez fins, limite plus fins que justement le béton et les voiles béton des logements sociaux à Paris. Du coup, je voulais savoir, du coup, ouais, là, il y a les dimensions qui sont écrites. Les modules de la pierre, vous dites? Ouais, ouais, c'est ça. Les modules de la pierre, c'est en fait, en gros, c'est là, vous voyez le module qui est là, vous voyez le souris. Ça, c'est le module de base le plus optimisé de la carrière. Je vous dis ça de mémoire, c'est 35 d'épaisseur, 70 d'auteur et je pense que c'était 180 de... Non. Ouais, c'était 180 de largeur. Et ça, c'était le module optimal. En gros, ce qui sort d'habitude, c'est ce que les machines font. Et c'est le... Après, comme c'est un Lego, vous imaginez bien que finalement, en fait, on a 70, 140, 210, 280. Donc, si par exemple, vous voulez faire comme nous, on voulait faire, qu'il n'y ait pas de garde-corps, que dans les meilleurs des cas, il n'y ait que des lisses, vous voyez ici, il n'y en a pas, qu'il y ait des lisses, vous devez travailler avec d'autres modules qui vous permettent d'avoir des hauteurs différentes si vous voulez que ce soit cohérent, quoi. Donc, depuis, c'est toujours la même chose. En fait, on nie pas les contraintes, on les accepte et on essaye d'en faire quelque chose. En gros, on a cette contrainte des auteurs, on a besoin de varier les auteurs parce que finalement, c'est comme ça. Parce qu'ici, pour arriver à ces auteurs, on ne pouvait pas faire des pierres ou je ne sais pas quoi, on avait besoin. Donc, on a dit, ben, on a introduit un module qui est la moitié exacte de l'autre. Donc, en gros, ici, vous avez 90 par 35 d'épaisseur. Et donc, du coup, finalement, on compose toute la façade avec ces deux modules. Et on en fait quelque chose d'assez fin, parce que finalement, vous voyez, avec les joints, ils sont en chaux, c'est une école blanche. Donc, du coup, ça fait presque une texture un peu uniforme et tout, mais dans lesquelles on vient voir une sorte de texture assez subtile, avec un autre module qui vient apporter cette espèce de sculpture, un peu une sorte de spécificité. Je peux le dire encore une fois, j'utilise encore une fois. Mais finalement, c'est toujours, voilà, on le voit ici. Donc du coup, ça vient s'imbriquer de manière assez spécifique et ça vient recréer un peu le dessin, quoi. Donc c'est ça. Et après, les modules, les encadrements en béton, c'est la même chose. En gros, c'est la même. En fait, on s'est donné une règle de manière générale. C'est par exemple, en fait, ce qu'on voulait, c'est que le bâtiment tourne et qu'on n'ait pas, en fait, que ce soit un bâtiment qu'on lit en 3 dimensions. Donc c'est pour ça, j'ai pas aucune photo de là. C'est pour ça que par exemple ici, vous voyez l'épaisseur totale de cet encadrement et vous ne voyez pas de joint de branche. En général, dans une logique un peu d'architecture, en fait, si on ne faisait pas attention, on aurait eu un joint de branche de 20 cm ici, qui aurait complètement cassé cette lecture et dans laquelle on aurait vu que ces bâtiments ne tournent pas et dans lesquels en fait, on aurait compris que c'était fabriqué avec un voile et après en rajoutant un élément. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, la règle, c'était toujours de travailler cet encadrement comme une pièce entière. Et ça a été coulé en une seule fois. Donc, en gros, ce que vous avez, c'est 70 en partie haute. Ici, je pense que c'était 35 pour rappeler ces modules-là. Et après, ça tournait, c'était, je ne me rappelle plus trop, c'était 50 ou 60 pour rappeler l'épaisseur vraiment du total de la façade, pas uniquement du mur. Donc, il y a un discours aussi par rapport à ça. Et du coup, si vous voyez ici, toute la partie basse, en fait, en fait, on n'a pas de zinguerie. Ce qu'on faisait, c'est une pente vers l'intérieur du béton pour après, avec une piscette, une barbacane, jeter l'eau vers l'extérieur pour essayer d'intégrer et apporter encore une fois cette espèce de côté un peu sculpturel à ces éléments.
Donc, disons que tout était un peu réfléchi. Écoutez, merci beaucoup. Et aussi, pour ça, merci beaucoup pour votre présentation qui était extrêmement intéressante. Merci. J'apprécie que vous me dites ça. Merci. Moi, j'ai une autre question par rapport à ça. Du coup, par rapport à ce que j'étudie en séminaire, ça me fait beaucoup penser à Charles-Henri Tachon. Je sais pas, je pense que vous connaissez. Il a Oui, carrément. aussi ce système de barbacane pour pas avoir en fait d'appui de fenêtre parce qu'il préfère avoir, comme vous disiez, un volume plus pur avec un matériau qui se veut massif et qu'on peut lire directement. Et du coup, je me demandais pour le projet suivant de logement, si vous aviez fait un petit peu comme lui avait fait, oui, celui-là, comme il peut avoir le béton en extérieur, en apparent. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a comme une double peau et qu'en fait, la structure primaire, elle est reliée à celle extérieure que par certains points de contact et vous avez une double peau entière à l'intérieur qui glisse selon du bâtiment. Vous parlez de l'isolant? Oui. De poutres noyées? Oui. Oui, oui, on l'a. Okay. Il y a deux choses. Pour ça, on a visité le bâtiment rouge de Tachon pour voir un peu comment est-ce qu'il avait fait ses pentes vers l'intérieur. Donc, quand je vous dis que les batailles, en fait, l'architecture, c'est quelque chose de partage, c'est un peu ça aussi. On a des idées, on sait que quelqu'un l'a mis en place ou est en train de le mettre en place et on l'a fait faire. En visitant le truc de Tachon, j'avoue, ça c'est un peu commentaire en off, on avait vu que ça se cassait pas mal la gueule, cette espèce de truc, parce que les angles et les arêtes étaient assez défoncés parce que c'était collé sur place. En voyant ça, ce qu'on s'est dit, c'est en fait cet élément ici, que vous voyez, il a été préfabriqué sur place et coulé en fait vers le bas. Et ça, c'est juste après avoir visité le bâtiment rouge de Tachon, qui est exceptionnel par ailleurs. J'apprécie énormément. Donc, du coup, on l'a coulé sur place, et après, on l'a mis. Et une fois qu'on l'a mis, après, on a coulé tout le reste. Pour éviter justement de retrouver des arêtes cassées. Et après, par rapport à ça, malheureusement, l'économie du projet a fait que non. Qu'on n'a pas pu faire un système du genre, mais on a quand même retravaillé toute la question de l'appui de fenêtre de manière assez fine. Donc, on n'a pas de zinguerie apparente non plus ici. La zinguerie, on l'a un peu plus à l'intérieur. Et du coup, ce qu'on a, c'est une forme de pente dans les bétons pour la gestion de l'eau. Et oui, en gros, c'est isolant, c'est ITI. Donc, ce que vous dites, je pense, ce que vous demandez, c'est ça. C'est isolation par l'intérieur, dans laquelle, en fait, on utilise la jonction entre cette façade porteuse et les planchers, se fait juste par certains points dans lesquels, en fait, c'est ce qu'on appelle des poutres noyées, c'est qui permet de casser le pont thermique et de retrouver une continuité de l'isolant. C'est exactement ça. Ouais, okay. Mais dans l'idée, c'est presque mieux que par exemple des rupteurs thermiques où il y a pas mal de problèmes avec et tout ça. C'est une solution qui est viable ou ça amène beaucoup de complexité pour. Non, c'est pas du tout complexe. C'est juste en gros, c'est une sorte. En fait, le rupteur thermique, en gros, c'est une solution standard du même principe. En gros, un rupteur thermique, c'est juste vous laisser des ferraillages comme ça avec de l'isolant qui traverse, quoi. Ouais. Donc là, c'est pareil. C'est juste dire, finalement, cette liaison entre la façade et le plancher, c'est fait, on dit des poutres noyées, ce n'est pas autre chose que des attentes en acier qui connectent la façade et le plancher et qu'on vient bétonner. C'est le même principe, c'est juste que voilà, on donne des noms un peu différents. Ok. Merci. De rien. Juste pour compléter ce qu'il dit Jordi, c'est le même principe, mais l'avantage de la poutre noyée, c'est qu'on a une continuité matérielle, c'est-à-dire c'est béton, béton, béton. Les rupteurs thermiques, c'est des pièces métalliques. Et donc, du coup, si on ne sait pas bien ancrer les pièces métalliques d'un côté ou de l'autre,
Donc là, c'est là où il y a des problèmes. C'est pas le dispositif en lui-même, c'est la mise en œuvre de ce dispositif qui est la source d'énormes de sinistres aujourd'hui dans les logements, dans les balcons de logement notamment. Oui, ça s'utilise beaucoup pour les balcons en général. Hein. Allez, d'autres questions? Non? C'était pas assez dense du coup. Hein. Ça n'a pas suscité beaucoup de retours. Hein. Moi, j'avais une question pour continuer. Vous êtes vachement en fait dans la question de la matière, de la bonne utilisation de la matière au final, et suivant le contexte. Et je me posais la question plutôt de la mise en œuvre de ces matières. Et est-ce qu'à chaque fois, vous avez réussi à trouver les bonnes entreprises, le bon ouvrier ou le bon partenariat avec la carrière, par exemple, facilement, ou à chaque fois, c'est un peu une bataille pour trouver ce genre de partenariats qui sont hyper importants pour pouvoir réussir à l'idéal dans le détail comme vous voulez le faire à chaque fois, quoi. C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question ça. Et la réponse n'est pas évidente parce que, en gros, en fait, la totalité des projets que vous avez vus, c'est dans les cadres du marché public. Et je pense qu'en général, à l'école, on n'arrive pas trop à expliquer ce que c'est les cadres du marché public quand on fabrique de l'architecture, mais c'est vraiment particulier. En fait, c'est vraiment vous avez vu le film d'Astérix et Obélix, quand ils sont dans les cadres administratifs, qui vont d'un bâtiment, ils disent ouais, il faut le formulaire, je sais pas quoi, il faut le formulaire. Donc c'est un peu cette espèce de lourdeur administrative française. Et parfois, c'est vraiment pas évident. C'est une bataille en soi déjà de faire des choses. Mais en même temps, en fait, ça favorise aussi beaucoup de choses. Je veux dire, on est dans les marchés publics, on a des clients, des maîtres d'ouvrage qui sont publics aussi et qui ont une vue complètement dégagée de beaucoup de choses, qui sont beaucoup plus prêts à l'innovation. Donc, c'est le double tranchant, quoi. C'est bien, c'est pas bien. La particularité, c'est que quand vous faites le marché public, en fait, vous êtes dans la loi MOP. Vous savez ce que c'est la loi MOP? C'est une loi qui régule un peu le métier et la vente, entre guillemets, des prestations intellectuelles en ce qui concerne l'architecture. Donc, du coup, c'est la loi MOP, en fait, qui a mis les bases un peu de la logique des phases. Donc, APS, APD, Pro, DCE, le dossier de consultation, et après toute la partie construction. Donc, en gros, ça veut dire que en fait, il n'y a pas d'échange avec les entreprises avant de les avoir consultées. Donc, chose qui est une vraie difficulté de manière générale. En fait, ça ne favorise pas trop la mention et la compréhension, par exemple. Ce qui est sûr, c'est que certaines choses, si on construisait avec une entreprise, on ne les ferait pas pareil que si on construisait avec une autre entreprise. Et dans les deux cas, ça serait bien, mais ça fait partie de notre métier de savoir s'adapter à certaines choses. Et en même temps, on doit assumer qu'on est moteur, en fait, qu'on peut aussi faire bouger, bousculer les choses pour forcer peut-être les entreprises à faire autrement et que ça peut aussi enrichir sa pratique. Donc, toute la difficulté dans les marchés publics est un peu là. C'est qu'on ne va jamais parler avec les entreprises avant d'avoir figé le projet, avoir rédigé toutes les CCTP, les cahiers de charges techniques particuliers, et tous les plans le plan pro. Et une fois qu'on a fait tout ça, on les envoie aux entreprises, ils répondent, et après, en fait, on notifie une entreprise qui va faire ça, dans laquelle, en fait, tous les choix sont déjà faits. Il y a une réponse et il y a une offre. Donc là, c'est pas tout à fait ça, en fait, dans la relation. Par contre, après, il y a tout un truc qui se met en place, que c'est un dialogue, aussi des négociations entre ce que l'entreprise propose, ce qu'on est prêt à accepter, qui est la phase entre les plans pro et les plans qu'on appelle exé, c'est les plans exécution. Et là, ça devient pas mal intéressant et parfois, ça risque de changer un peu le projet.
Et ça dépend un peu du projet. Par exemple, le projet du conservatoire, on s'était pas mal renseigné. En fait, on avait fait une visite de carrière, on avait compris, on savait que les carrières, en fait, ils avaient un gros intérêt par développer la construction des équipements avec de la pierre d'Estayade. Et donc, du coup, on avait toutes les informations utiles. On savait les modules, on savait comment faire. En gros, si vous regardez j'exagère, mais pas le concours, mais en gros, un APV, on avait déjà fait le calpinage qui, à peu près, était le calpinage exé. En gros, on a vraiment dessiné tout avec détail, parce que voilà, ces matériaux et la conjoncture, en fait, favorisaient ça. Mais par exemple, dans la construction bois, qui est une logique complètement différente à tout ça, c'est-à-dire c'est une architecture de couches hyper technique, hyper compliquée. Chaque charpentier préfère faire un truc différent. Il y en a certains qui vont vous dire: ah ouais, la ouate de celluleuse, je ne l'ai jamais mis, c'est super galère, je n'aime pas, je préfère mettre ça, mettre là. Et il y en a d'autres qui vont vous dire: ah ouais, mais la ouate de celluleuse, bah, c'est magnifique, on arrive, on souffle, hop, c'est bon. Et donc, du coup, des choses, pareil, hein, je peux faire des exemples. Vous pouvez travailler avec des ossatures de 22, des ossatures de 15 et avec des compléments. Chaque charpentier préfère un truc à dire: oh, mais non, mais moi je préfère parce que j'ai déjà tous les montants de 14. Je ne sais pas. C'est vraiment des questions complètement différentes dans lesquelles on ne devrait pas avoir peur à s'adapter parce que finalement, c'est toujours je dirais, c'est toujours une négociation. Mais tout le temps, en fait, vraiment avec cette conception de notion de marché public qui fait que les adaptations sont, entre guillemets, limitées, quoi. Enfin, même, vous savez, on ne peut même pas prescrire, en fait, au Pradé, toute la préoccupation était, on ne peut pas prescrire un type de pierre, parce que c'est toujours équivalent. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est de mettre en place un système de points d'analyse d'un point de vue environnemental qui favorisait l'utilisation des produits avec une empreinte carbone favorable. Ce qui faisait, en gros, on réduisait des mécanismes, mais c'est un peu compliqué. Il faut toujours comprendre un peu le système, pour le bois local, par exemple. Vous savez, ils ont développé la filière bois qui se structure. Ils ont développé tout un label qui s'appelle bois local. Et c'est un label parce qu'on ne prescrit pas un produit, on exige un label. Et là, ça passe. Vous voyez, donc on peut construire. Aujourd'hui, c'est plus facile de construire un bois local qu'en 2016. Parce que tout ça, ça a évolué. Ok, merci. Mais c'est une très bonne question. Après, on est toujours lié pour répondre spécifiquement à votre question, on est toujours lié à la logique des prix. Ouais. Donc au final, le rôle de l'architecte pour vraiment réussir à faire le projet, son projet à fond, c'est presque de le pousser un maximum jusque dans les moindres détails avant les appels d'offres. C'est un peu ça. Et après, il y a aussi des systèmes. En gros, c'est aussi un engagement politique. Parce que dans l'analyse, on participe de la définition des critères d'analyse des entreprises. Et par exemple, la grande lutte en général, c'est de définir en 60% la note technique et 40% les prix. C'est un mécanisme difficilement accepté par les maîtres d'ouvrage parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas sûrs qu'on explose les prix. En gros, vous avez deux charpentiers, deux maçons qui répondent à la construction du truc. Il y en a un qui répond plus cher mais qui fait une note technique par l'auteur, et l'autre, une moins chère, pardon, une note technique minable, et l'autre qui répond plus cher mais qui répond avec une note technique qui explique la mise en œuvre, etc. Vous pouvez peut-être faire passer le bon mais plus cher. Voilà, c'est un peu compliqué. Par exemple, au Pradé, au conservatoire, on a une seule réponse pour les maçons. Et heureusement, ils étaient bons. Ouais, voilà. S'ils avaient été mauvais, on n'aurait pas fait le même projet, peut-être. Ok. Ou ça aurait été, je ne sais pas, j'aurais perdu 5 ans de vie, un truc comme ça. Ok. C'est pas facile quand même.
Non, mais bon, c'est intéressant. Ouais. D'autres questions? Bon, ben, on va s'arrêter là. Jordi, merci beaucoup de ta présentation, qui était très bien, et des échanges que tu as eus avec les étudiants. C'est vrai que, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais Jordi, il répète il a répété beaucoup de spécificités, je suis d'accord avec Margot, mais il a aussi répété à plusieurs reprises esthétiques et à plusieurs reprises la forme et la proportion. Donc, il y a un architecte que Jordi doit connaître et admirer comme moi, qui est Certes, qui disait que peut-être le métier ou la partie du métier le plus important de l'architecte, c'était de savoir caler bien les proportions des édifices. Que ça c'était un ressort qui était qu'à nous, qu'aux architectes. Et donc, du coup, je pense que c'est important justement de ce travail qui est un peu expérimental, quelque part, ou un peu du tâtonnement, de mettre en place des formes avec ces proportions. Et qu'il y a une partie de la décision qui n'est pas scientifique, qui est un peu du point de vue et de la perception du concepteur. Et après, il y a un autre élément qui s'est trouvé assez drôle de la présentation de Jordi, c'était la question de temps et de dire que je ne ferais pas la même chose. Parce que ce qui est drôle, vous ne le savez pas, mais moi j'ai connu Jordi parce que il avait fait un concours avec Mangado, qui est un très bon ami à nous aussi, et avec qui nous on a fait des concours. Et Mangado, il est très drôle parce qu'il disait, quand nous on a connu Mangado, il était en train de faire les chantiers du centre de congrès de Palma, de Majorque. Il me disait, non mais j'en ai marre, ça fait 10 ans que je fais ces projets et maintenant je le trouve horrible quoi. Mais là je suis une plan de chantier, je ne peux pas modifier des choses, ça me saoule, je ne dors pas le soir parce qu'en fait je changerai tout mais je ne peux plus. Et donc nous on a fait le concours qu'on a fait avec Mangado, c'était la gare de Bondy qu'on n'a pas gagné, c'est Big qui l'a gagné. Et il me disait, bon, après, c'était parce qu'on avait perdu, mais il disait, Mangado, heureusement, parce que ça dure tellement longtemps que je suis sûr qu'à la fin, je n'aimerais pas de tout le projet. Donc, donc c'est drôle parce que cette question de temps et de, quelque part, de re-questionnement de ce qu'on ferait, ce qu'on aurait fait dans des conditions différentes, c'est une question qui est très contemporaine et qui est très déliée ou qui est très, je dirais, post-moderne, de dire qu'on n'a plus des axiomes qui répondent à une solution unique, mais qu'on est toujours contrarié par tout ce qui se passe aux alentours, qui nous fait évoluer les choses. Et c'est vrai que quand nous, on voit les premiers concours qu'on avait fait à l'agence, on ne fait plus comme ça. Même des concours qu'on a livrés il n'y a pas longtemps, on se dit, ah merde, c'était pas ça, c'était machin. Donc voilà. Donc voilà, donc encore une fois, merci Jordi Merci à toi pour l'invitation, c'était vraiment un bon moment. d'être venu. Et puis on se voit de ces quatre à Paris, j'espère. Avec grand plaisir. Dans un bar ou un restaurant. J'espère, parce que là, on en a tous marre, je pense. Voilà. Donc merci Jordi. Pour les autres, on fait une pause de 10 minutes et puis on reprend tout à l'heure. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation et pour cette